Bonjour à tous, ici Antoine Martin, accompagné de Clara, pour votre rendez-vous quotidien avec Impact Actu à 17h09. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crise économique majeure. Restez avec nous. Parlons de cette rencontre tendue là, qui vient tout juste de se dérouler à la Maison-Blanche en lien avec la visite du président de l'Afrique du Sud. Étienne, Donald Trump accuse son homologue de se fermer les yeux sur un génocide blanc qui se déroule dans son pays, rien de moins. Exactement. Déclaration effectuée par Donald Trump il y a quelques minutes. Yves, donc une scène, prise de bec, tension dans le bureau ovale qui arrive quelques temps après la visite, rappelez-vous, de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Ce que vous voyez, M. Trump, présentement, a montré une vidéo au président de l'Afrique du Sud qui, selon lui, selon M. Trump, soutient des accusations de génocide d'agriculteurs blancs en Afrique du Sud. C'est ce qu'a mentionné le président Trump, des images qui n'ont pas été vérifiées d'ailleurs. Donc, M. Trump a mentionné qu'en général, les fermiers blancs fuient et sont même tués à ce moment. Il a montré cette vidéo, des informations qui ont été rapidement démenties par le président de l'Afrique du Sud. Et à ce moment, vous le voyez, là, il y a eu cette tension, cette brise de bec qui a augmenté dans le bureau ovale à ce sujet. On peut écouter justement un extrait de ce que M. Trump a mentionné il y a quelques instants au président sud-africain. You're taking people's land away from them. And those people, in many cases, are being executed. They're being executed. And they happen to be white, and most of them happen to be farmers. And that's a tough situation. I don't know how you explain that. How do you explain that? They're taking people's land away, and in many cases, those people are being executed. And in many cases, it's not the government that's doing it. It's people that kill them and then take their land, and nothing happens to them. Alors, pas rien comme déclaration, Étienne, là, quand même. Par ailleurs, le président américain confirme qu'il accepte l'avion de luxe du Qatar. Exactement. Avion de plus de 400 millions. Yves, et plusieurs s'inquiétaient de ce cadeau du Qatar comme étant une forme de corruption, que le Qatar offrait un avion pour remplacer Air Force One à Donald Trump à la Maison-Blanche. Un journaliste de NBC a questionné M. Trump à ce sujet sur le fait qu'il acceptait cet avion. Écoutez bien la réponse du président. What are you talking about? You know, you got to get out of here. What does this have to do with the Qatari jet? They're giving the United States Air Force a jet, okay? And it's a great thing. We're talking about a lot of other things. It's NBC trying to get off the subject of what you just saw. You are a real, you know, you're a terrible reporter. Look, here's burial sites all over the place. These are all white farmers that are being buried. And he asks about a jet that was given. You ought to be ashamed of yourself. You know, you are so bad. You're such a bad reporter. Donc vraiment, ces deux extraits, Yves, résument la tension, le ton qu'il y avait dans le bureau aval il y a quelques minutes à peine. Je vous mentionne en terminant que ce qu'on surveille également sur la scène internationale aujourd'hui, c'est la situation dans la bande de Gaza. Une question a été posée à M. Trump. Qu'est-ce que les Américains vont faire pour exercer de la pression sur Israël, pour permettre l'envoi d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que des milliers de personnes souffrent de famine présentement? M. Trump a rapidement mentionné qu'il s'agissait d'une autre question stupide et a remontré ces extraits, ces feuilles, selon lui, qui prouvent le génocide d'agriculteurs blancs en Afrique du Sud. Merci pour ce compte-rendu, Étienne. À plus tard, Yves. Un tapis de dignitaires, les honneurs les plus prestigieux. Le président américain est accueilli en grande pompe en Arabie Saoudite dès sa descente de l'avion. C'est le prince héritier Mohammed Ben Salman lui-même qui vient l'accueillir sur le tarmac. À la cour royale, les deux hommes défilent côte à côte devant la garde d'honneur sous les notes de l'hymne américain. C'est un honneur d'être avec vous, mon ami, lance le président Trump, enchaînant les compliments envers le prince héritier. Et fidèle à son style, Trump s'installe derrière un petit bureau, stylo en main. Mais cette fois, ce n'est pas un décret qu'il signe, mais plutôt un contrat de défense titanesque entre les deux pays, d'une valeur de 142 milliards de dollars. Une signature que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, ne voulait pas manquer sous aucun prétexte. Mais les ambitions du prince héritier vont bien au-delà. Il évoque jusqu'à 600 milliards de dollars d'investissement américain et vise même le cap des 1000 milliards. A $400 million private jet. À Washington, pendant ce temps, l'avion de luxe offert par le Qatar au président américain continue de faire grincer des dents.
Le chef démocrate Chuck Schumer dénonce une corruption flagrante et va même plus loin. It is also a grave national security threat. Mr. Speaker, do you have any reaction to... Interrogé par une journaliste, le républicain Mike Johnson esquive la controverse. Puis devant le forum américano-saoudien, Trump s'aventure sur le terrain de la géopolitique. Il dit vouloir tendre la main à l'Iran, mais prévient, jamais Téhéran ne pourra obtenir l'arme nucléaire. Et surprise, il annonce son intention de lever les sanctions contre la Syrie, désormais dirigée par Ahmed al-Shara, un ancien d'Al-Qaïda devenu président. Après l'Arabie saoudite, le président Trump doit poursuivre sa tournée au Moyen-Orient avec un arrêt au Qatar prévu demain. Adi Yassine, TVA Nouvelles. Des chameaux et des cybertrucks. Décidément, la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient se poursuit comme elle a commencé dans le luxe et l'extravagance. D'ailleurs, le président a été accueilli par l'émir du Qatar, celui qui a soulevé la controverse en lui offrant un avion. Est-ce que la signature d'un gros contrat avec Boeing va aider à calmer la grogne? Adi Yassine. C'est une image qu'on aurait jugée impensable il y a à peine 6 mois. Ahmed al-Shara, main dans la main avec le président américain, sous le regard du prince héritier saoudien, l'artisan de cette rencontre. Connu autrefois sous le nom d'Abu Mohamed al-Joulani, al-Shara est le fondateur du Front al-Nusra, une ancienne branche d'Al-Qaïda. Et pourtant, Trump semble prêt à lui tendre la main. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Le président américain annonce la fin des sanctions contre la Syrie, passée sous le contrôle d'Al-Shara après la chute de Bachar al-Assad. Une décision qui fait souffler un vent d'espoir sur le pays. Mais ce n'est pas un chèque en blanc. Trump exige qu'Al-Shara tende la main à Israël et normalise ses liens avec l'État hébreu. À peine la rencontre terminée, l'avion présidentiel de Donald Trump a mis le cap sur le Qatar. Et à son arrivée à Doha, son cortège est escorté par des chameaux et des cybertrucks rouges signés Tesla. Un accueil pour le moins inattendu. Et ce n'était qu'un avant-goût, puisque peu de temps après, aux côtés de l'émir, Trump annonce une méga commande faite par le Qatar. So it's over $200 billion. But 160 in terms of the jets, that's fantastic. 160 avions Boeing pour un contrat de 200 milliards de dollars. It's the largest order of jets in the history of Boeing. That's pretty good. C'est la plus grosse commande de toute l'histoire de Boeing, se réjouit le président. Mais ce passage à Doha reste entaché par le scandale de l'avion de luxe de 400 millions offert à Trump par le Qatar. My understanding is it's not a personal gift to the president, it's a gift to the United States. Le républicain Mike Johnson doit défendre le choix du président d'accepter le cadeau alors que le malaise s'étend jusque dans son propre camp. L'opposition démocrate, elle, dénonce toujours ce geste comme le plus gros pot de vin étranger de l'histoire récente. Adi Yassine, TVA Nouvelles. Alors, Guillaume Lavoie, qui est membre associé à la chaire Raoul Dandurand, pendant qu'on voit donc images de Donald Trump et de M. Poutine, parce qu'il y a eu discussion, Guillaume, là, je pense, au cours des dernières heures. Qu'est-ce qu'on doit en retirer de tout ça? Ben, bonjour. Bonjour. Les fondamentaux bougeront pas beaucoup, là. Et là, même avant l'appel au téléphone, fondamentalement, pour Vladimir Poutine, l'Ukraine n'est pas un pays. Et ce n'est que le retour de la normalité que l'Ukraine retourne dans le giron de de la Russie. Et si l'Ukraine n'est pas un pays, l'Ukraine ne peut pas se joindre à l'OTAN, ni à l'Union européenne. Et à la fin, là, essayer de réconcilier ça avec la position de l'Ukraine, ou des Européens, ou des Anglais, ou du Canada. Alors ici, ce qui est assez particulier, c'est que la seule position de principe qui guide Donald Trump, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de guerre. Ça rendrait le reste des choses tellement plus faciles. Et c'est comme s'il n'y avait pas un parti pris pour une paix en particulier, ou que n'importe quelle concession pourrait être accordée, du moment que ça règle l'enjeu américain qui est, on voudrait pas être pris dans un conflit que J.D. Vance décrit comme un conflit étranger. Une guerre où les États-Unis n'ont rien à faire, où il n'y a pas d'enjeux fondamentaux américains en cause.
Alors, vous voyez que c'est un peu particulier. Et Donald Trump, toute concession qu'il faudra faire, elle est faite au nom de qui? Seulement des États-Unis? Qu'en est-il de l'engagement de l'Union européenne, des Anglais, du Canada, auprès de l'Union européenne, de l'Ukraine? Et le Canada vient encore de dire à quel point la solidarité derrière l'Ukraine, elle est claire. Donald Trump voit ce conflit-là comme si il y a pas il y a une équivalence morale. Il y a les Ukrainiens d'un côté, il y a les Russes, ils se font la guerre. Mais normalement, comme occidentaux, Guillaume, la posture est assez claire. Il y a un agresseur et il y a un agressé. Mais le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié d'utile cette conversation téléphonique de plus de 2 heures qu'il a eue avec Donald Trump. Ça veut dire quoi, utile, là? Je comprends, là, tu nous parles effectivement des intérêts américains, d'agir un peu comme interlocuteur, mais si Poutine dit que c'est utile, est-ce que ça veut dire que ça peut débloquer vers une paix durable? Ben là, c'est là peut-être qu'il y a moi je vous dirais l'inquiétude la plus grande, parce qu'il n'a pas seulement dit que c'était utile, il dit c'est utile, ça va permettre de régler et de faire la paix en se débarrassant des sources à l'origine du conflit. Mais pour Vladimir Poutine, les sources à l'origine du conflit, c'est que l'Ukraine existe. Les sources à l'origine du conflit, c'est que l'OTAN est à sa frontière. Alors c'est pas juste l'Ukraine à ce moment-là, c'est demain les pays baltes. Alors, si la base, c'est de discuter comment est-ce que Vladimir Poutine pourrait avoir tout ce qu'il a, ben là, je comprends que lui trouve que c'est utile. Mais je pense qu'ici, Vladimir Poutine, ce qu'il doit trouver particulièrement utile, c'est qu'avant, il y avait une administration américaine sous Joe Biden qui avait un parti pris. Et maintenant, il y a une administration américaine sous Donald Trump qui veut juste que ça s'arrête. Mais à partir du moment où les Américains n'ont pas une posture clairement rangée derrière l'Ukraine, ben c'est clair que ça fait le bonheur de Vladimir Poutine. Parce que s'il n'y a pas d'engagement américain, ça met la situation de l'Ukraine extraordinairement périlleuse. Et là, les alliés, dont le Canada, vont devoir se poser la question, est-ce qu'on décide de renchérir pour vraiment soutenir l'Ukraine? Ou sinon, est-ce qu'on va laisser tomber l'Ukraine parce que le partenaire américain est aux abonnés absents? Il va y avoir une vraie question canadienne ici. Guillaume, j'ai une dernière question. Il nous reste à peu près 1 minute. Tu as parlé de Joe Biden brièvement, qui a reçu donc ce diagnostic d'une forme agressive d'un cancer de la prostate. Il a 82 ans. Je lisais des commentaires. Certains disent que Biden aurait camouflé son état de santé. Comment tu réagis à ces propos-là? C'est particulier parce que, évidemment, c'est une tragédie. Aller relire John Donne quand un homme est malade ou est potentiellement près de la mort, c'est un peu nous tous qui va perdre quelque chose. Alors, il y a un drame humain, mais en même temps, là, c'est la sortie des livres où on apprend à quel point appelons ça le déclin mental allégué ou la faiblesse de Joe Biden au niveau de ses facultés intellectuelles il y avait des indices. Et là, il y a 2 thèses comme quoi on a essayé de le cacher. En fait, si on a essayé de le cacher, le mensonge a été, je dirais, le cover-up a été passablement découvert le soir du débat. Maintenant, jusqu'où c'était le cas, à partir de quand? Est-ce que la nouvelle arrive maintenant pour empêcher que le livre devienne, ou les livres deviennent le discours? Déjà, Joe Biden avait décidé de prendre les devants avec des entrevues à The View pour dire que non, il était en pleine possession de ses moyens. À la fin, la vérité exacte, on la saura pas, parce que si jamais il y avait déclin des facultés mentales, ça arrive jamais, c'est pas 0 ou 1. Ça peut être une plus grande faiblesse dans une rencontre l'après-midi, le matin, ça va, c'est les bonnes et les mauvaises journées. Mais fondamentalement, les Américains se sont fait la réflexion et ils trouvaient que Joe Biden n'était pas le bon candidat et la pression politique a fait son œuvre. Merci beaucoup, Guillaume Lavoie. Merci encore pour ton analyse. Au plaisir.